Donc bonjour à tous. Donc comme vient de le dire Yves, l'association Morène est donc la structure, on va dire la structure spécialisée pour l'étude des glaciers des Pyrénées françaises. Elle a été créée en 2001 et elle peut être considérée comme un observatoire, on va dire, des glaciers des Pyrénées. Donc c'est vraiment essentiellement un travail de terrain, de collecte de données quant à l'évolution annuelle des glaciers des Pyrénées. Cette activité est réalisée grâce à un grand nombre de partenaires à la fois techniques et financiers afin donc de pouvoir réaliser cette activité. Donc la présentation que je vais vous faire, c'est une présentation qui est quand même assez basée sur les relevés qu'on réalise depuis une dizaine d'années, mais aussi, on va dire, une chronologie depuis 1850, qui correspond en gros à la fin du petit âge glaciaire, à partir de laquelle, à partir de cette date, on a déjà un certain nombre d'éléments qui sont un peu hachés dans le temps, mais qu'on peut arriver en quelque sorte à raccrocher les uns aux autres pour avoir une vision plus longue, une série plus longue quant à l'évolution de ces glaciers des Pyrénées. Donc je vous propose d'abord un certain nombre d'images pour s'immerger dans le sujet. Avec tout d'abord donc une vue aérienne du glacier d'Ossou, donc qui se situe au niveau du massif du Vignemale, commune de Gavarnie. Et ce glacier donc, est le deuxième plus grand des Pyrénées et le premier des Pyrénées françaises. Le premier étant celui d'Aneto qui est en Espagne, le plus grand côté français, c'est le glacier d'Ossou. Et c'est donc essentiellement sur celui-ci qu'on concentre toutes nos mesures, puisque voilà, il a une taille assez importante et puis il a aussi un certain nombre d'antécédents en termes d'observation et de relevés. Pour le présenter un petit peu plus, je vous propose une petite citation de Joseph Vallot, une citation de 1885, donc qui est faite par un scientifique alpin. Et voilà ce qu'il disait donc à l'époque. « J'aborde enfin le glacier oriental du Vignemale. C'est comme je l'ai dit, l'unique glacier d'écoulement des Pyrénées, véritable mer de glace de 3 ou 4 km de long sur 1 km de large. » Alors depuis l'époque de Vallot, il a quand même bien changé. On va dire que les dimensions qu'il donne, ce n'est plus véritablement celles qu'on trouve aujourd'hui sur le terrain. Mais donc, il a souvent, ce glacier d'Ossou, été considéré comme, entre guillemets, le seul véritable glacier des Pyrénées du fait de sa forte extension longitudinale et donc d'une allure glaciaire, on va dire, typique. Bien différent, le glacier du Mont Perdu, qui lui, vous voyez, il est beaucoup plus large que long. C'est un glacier suspendu lié à l'organisation géologique du secteur. Donc pour le glacier du Mont Perdu, il a été visité, on va dire, en 1801 par le découvreur des Pyrénées, naturaliste et découvreur des Pyrénées, c'est Ramon de Carbonnières. Et là, la citation est très courte. Quand il est venu visiter le Mont Perdu en 1801, il a dit « Du Mont Blanc même, il faut venir au Mont Perdu ». Donc, voilà pour le Mont Perdu, qui avait aussi très certainement une allure bien différente à l'époque de Ramon de Carbonnières. D'autres glaciers très réduits. Nous sommes ici au niveau des deux petits glaciers donc, de Paya, qui sont au pied des Astazous, côté de Gavarnie. Et ça, c'est pour illustrer la particularité de la plupart des petits glaciers pyrénéens, c'est qu'on est dans le cas de glaciers de suraccumulation. Les glaciers se forment par accumulation de neige, et en position en pied de paroi, on a un surplus d'accumulation lié au vidange des parois par les avalanches au cours des hivers. Donc du fait de cette suraccumulation de neige, il y a, on va dire, une compensation face aux fortes températures estivales et donc la possibilité d'existence et de survie de glaciers. Donc c'est le cas d'un certain nombre de glaciers pyrénéens, on est dans des glaciers de suraccumulation. Un autre glacier miniature, alors là on est de plus près, il apparaît grand à l'image, mais en fait en réalité il est très petit, on considère que c'est même le plus petit des Pyrénées, il fait 2 hectares de superficie. Il s'agit du glacier du Mont-Vallier, donc c'est l'unique glacier du département ariégeois, c'est le glacier le plus oriental des Pyrénées. Et malgré sa taille très réduite, il nous montre un peu toutes les caractéristiques qu'on associe souvent aux glaciers.
hein, avec donc, tout d'abord une pérennité, mais ensuite un certain nombre de zones avec des crevasses, hein, qui permettent d'avoir une coupe de la zone glace, de la masse de glace. On a en périphérie un grand nombre de roches polystriées, hein, qui montrent qu'il y a eu une activité d'érosion. Voilà, à nouveau, je vous propose... donc c'est un glacier, celui-là, donc il est très isolé des autres, il est très difficile, c'est le plus long d'accès, le plus délicat, hein, il y a au minimum 1800 mètres de dénivelé pour atteindre le glacier, et avec systématiquement des passages délicats, hein, vraiment délicats. Donc il a été très peu visité par le passé, mais on trouve quand même des récits, notamment 1808 de Jean-Pierre Pagès, donc, qui est sans doute le premier à aller visiter le glacier du Mont Vallier en 1808. Et voilà ce qu'il nous dit. Pour parvenir au glacier du Vallier, il faut avoir abdiqué toute crainte de la mort. Je m'engageai imprudemment et bientôt la force et le courage m'abandonnèrent. Un des guides refusa de nous suivre. L'autre chasseur au chamois monta avec intrépidité. Le berger qui nous accompagnait, celui-ci, étonné de ma lassitude et de ma frayeur, me plaça sur ses épaules, rien que ça, et m'emporta fièrement. Alors ma pensée, qui ne s'occupait plus de me diriger, de diriger mes pas, fut tout entière à l'effroi. Donc voilà, c'est vraiment une expédition, hein, de se rendre sur le glacier du Mont Vallier. D'ailleurs, il y a actuellement, sur le dernier numéro de l'Ariège Magazine, il y a tout un récit sur les dernières expéditions qui se sont faites au niveau de ce glacier, sous l'impulsion du parc naturel régional et de son directeur qui a vraiment eu une volonté d'entreprendre un suivi topographique de ce glacier, hein, un peu en tant que témoin climatique du parc naturel régional. Quand on parle des glaciers, on évoque aussi souvent, bien sûr, les crevasses. Hein, donc, ce n'est pas une obligation, hein, il n'y a pas systématiquement des crevasses sur un glacier, ça dépend de sa dynamique. Ici, on est au niveau du glacier des Oulettes, versant nord du Vignemale, et c'est là qu'il y a les crevasses les plus profondes, les plus importantes, hein, qui atteignent jusqu'à 30-35 mètres de profondeur, et qui, en théorie, correspond à la profondeur maximale des crevasses, hein, car en profondeur, sous l'effet de la pression, les propriétés physiques de la glace entraînent une augmentation de sa plasticité, hein, elle devient beaucoup plus malléable, et donc toutes les crevasses se rebouchent. Toujours donc dans cette immersion du sujet, une petite évolution photographique du glacier d'Aneto, hein, qui est donc le plus grand glacier des Pyrénées. Alors là, on est en 1875, hein, donc aujourd'hui, il a une allure bien différente, mais aujourd'hui encore, ça reste le plus grand glacier avec autour de 67 hectares de superficie, hein, alors qu'on est à 45 pour le glacier d'Ossou. On remarque ici des très beaux lambeaux morainiques, hein, associés au petit âge glaciaire. Un autre glacier, celui-ci dans la Haute-Garonne, il s'agit du glacier du Sey de la Bac, hein, tout en haut de la vallée d'Eau, où là on avait autrefois quasiment, entre guillemets, un genre de glacier de calotte, hein, puisqu'il basculait de l'autre côté dans le cirque du Portillon. Et bon, aujourd'hui, on a difficile de cerner la zone glaciaire. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'éléments. Alors il y a Ramon de Carbonnières, à nouveau, qui est venu au Sey de la Bac en 1789, et il nous dit que c'était le plus beau désert de ce genre que j'eusse trouvé dans les Pyrénées. La brèche de Roland même ne m'avait rien présenté de pareil pour les grandeurs des objets, la fierté des formes, ce qu'il y avait d'inopiné dans l'apparition de cette vaste région de neige et de glace, mêlé à l'impression que sa vue me faisait, une sorte d'étonnement qui croissait à mesure que j'en reconnaissais l'étendue. On donne le nom de Sey de la Bac au lieu où nous étions. Et Sey de la Bac, en toponymie, donc c'est glacier de la Vache, un toponyme qui reste un peu énigmatique, hein, quant à son nom. Et comme ce glacier, ou le reste de ce glacier, se trouve dans la plus belle vallée des Pyrénées, parce que j'habite juste en face, non, j'exagère. Alors, je me permets donc de vous proposer une deuxième citation, qui est l'œuvre donc de Maurice Gourdon, 1881. Et Maurice Gourdon, donc célèbre pyrénéiste et naturaliste, donc, a dit, en parlant donc, de ce secteur du Sey de la Bac, les derniers ressauts de la vallée d'Eau
sont chargés de magnifiques glaciers qui n'ont rien à envier à ceux de la Suisse ou du Dauphiné. Bon, il était un peu chauvin quand même. Hein. Il poussait un peu le bouchon, hein, mais enfin. Donc je vous propose un autre petit évolution photographique avec le glacier du Mont Perdu dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc à l'époque de Ramon de Carbonnières, bon c'était encore avant, hein, c'était un siècle plus tôt, le glacier ressemblait plutôt à cette configuration-là, c'est-à-dire qu'il y avait une importante chute de sérac, enfin cascade de sérac, pardon, donc au niveau de ce ressaut rocheux, hein, le glacier descendait en cascade, hein, un peu comme un torrent va franchir un ressaut rocheux. Donc suite à cette immersion dans le sujet, donc je vous propose une définition du terme de glacier. Donc pour les enfants, on va dire un glacier, c'est de la neige éternelle. D'ailleurs, ils le trouvent tout seuls, il n'y a pas besoin de leur dire généralement. Et pour les adultes, on parle de stock d'eau solide permanent à l'échelle humaine. Mais en fait, c'est à peu près la même chose. Hein. Et cette définition, elle est issue de Liboutry et de son traité de glaciologie. Hein. Donc ce qui définit un glacier, le premier critère, c'est le critère de pérennité. Hein, à partir du moment où on a une masse de glace qui est présente en haute montagne depuis de mémoire d'homme et n'a jamais disparu, ça suffit à le définir comme un glacier. Les critères de taille ou les critères de dynamique sont secondaires. Donc un glacier, ça comporte deux zones. Une zone supérieure qu'on va appeler zone d'accumulation, c'est la zone où justement la neige tombée pendant l'hiver va être conservée en partie. Et donc par accumulation d'année en année, va par tassement finir par donner de la glace. C'est la zone où le glacier va se régénérer. Tandis qu'en partie basse, la glace est à l'affleurement, on est en ablation, le glacier maigrit, le glacier perd de la matière. Et entre les deux, on définit la ligne d'équilibre du glacier. Donc un glacier, c'est quelque chose qui est pérenne aux yeux des hommes, mais qui en fait se régénère par le haut et se dissipe par le bas. Et l'ensemble de la masse va être quasiment entièrement renouvelé au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que même s'il existe un glacier à la Maladeta peut-être depuis 2000 ans, sans discontinuité, eh bien, la glace la plus ancienne qu'on peut trouver dans ce glacier, elle n'a sans doute que quelques siècles. Elle n'a pas 2000 ans, parce qu'il y a déjà eu une régénération complète de la masse. Donc les glaciers, bien sûr, pour qu'il y ait cette régénération, les glaciers, ils bougent. Alors voir bouger un glacier, ce n'est pas forcément évident, puisque ça bouge doucement. Le mouvement est lié à la conjugaison donc, du poids de la masse de la glace et de la pente. Donc pour ça, au glacier des Oulettes, qui est donc face nord du Vignemale, qui est le glacier le plus actif, on a des appareils photo qui restent en place pendant tout l'été pour suivre l'évolution du glacier. Et à travers ces appareils photo, donc, on peut réaliser une accélération, en fait une séquence vidéo accélérée. Donc là, on a un appareil qui a fonctionné pendant 4 mois, en prenant des photos tous les jours. Et après avoir traité ces images, on les a condensées pour en faire une séquence vidéo de 13 secondes. Donc on va accélérer le mouvement et on va pouvoir voir l'évolution de la masse glaciaire. Donc là, on est le 19 juillet 2009 et on va voir ici donc, la date qui va défiler en même temps que la vidéo. Donc 4 mois se sont écoulés en 13 secondes, parce que là on est au 15 novembre. Et donc on a bien vu cette espèce de, très simplement, ce phénomène, on va dire, de tapis roulant, de glacier qui s'écoule, avec le front, ici le front de glace, avec des blocs de glace qui régulièrement se décrochent pour venir s'accumuler en contrebas. Donc c'est une illustration très, très nette du mouvement des glaciers, chose qui n'était pas évidente pour les premiers observateurs des glaciers au XIXe siècle. C'est souvent les catastrophes humaines ou des objets perdus dans les crevasses réapparus plus bas qui ont permis de se rendre compte de la mobilité des glaciers. Donc ces glaciers dans les Pyrénées, où est-ce qu'ils se situent? Alors bien sûr, on est à cheval sur la France et l'Espagne, et on est concentré dans les Pyrénées centrales et occidentales. Et c'est dans ce secteur-là
que l'on trouve les glaciers pyrénéens. Donc ici sont répartis les glaciers par massif, hein, par exemple le Vignemale où on trouve 3 glaciers. Donc là on est en France pour les couleurs bleues, et quand on est les couleurs vertes, c'est pour désigner donc, les glaciers situés côté espagnol. Donc cette répartition entre la France et l'Espagne, c'est à peu près donc, au total une petite trentaine de glaciers. Une répartition qui sont plus nombreux en France mais plus grands en Espagne. Donc en termes de superficie, on est à peu près équivalent, voire un petit peu plus supérieur en Espagne. Et une superficie totale pour la chaîne de 3,5 km², c'est-à-dire 100 fois moins que les Alpes françaises. Mais par contre, quasiment identique à l'englacement du continent africain, 3,5 km². Donc des glaciers tout petits et très sensibles, comme en Afrique. Donc je vous propose maintenant de faire un tour du côté des mesures, des relevés donc, que l'on effectue et puis qu'on a pu reconstituer à travers des documents anciens. Donc en quoi ça consiste la mesure des glaciers en zone tempérée? Alors en zone tempérée, les mesures qu'on va réaliser, ça va être essentiellement des mesures physiques. Pourquoi? Parce qu'en zone tempérée, on a des saisons. On a un hiver, on a un été, on a des contrastes saisonniers très importants. Et pendant l'été, il y a de la fonte, il y a de l'ablation, il y a de l'eau liquide qui se balade sur le glacier, dans le glacier, et qui pourrait mélanger un certain nombre d'informations qu'aurait pu stocker le glacier, sous forme des bulles d'air ou des pollutions. Tout ça, on va dire, c'est un peu passé à la machine à laver. Donc, ça pourrait complexifier des éventuelles mesures chimiques. Et puis, je l'ai dit précédemment, la glace qui est contenue dans ces petits glaciers-là, elle n'est pas très vieille. Tout au plus, c'est quelques siècles pour la glace la plus ancienne. Donc, de toute façon, même si on faisait des études chimiques, on ne remonterait pas très loin en arrière. Donc, c'est pour ça que les mesures chimiques sur les glaciers, c'est essentiellement fait dans les glaciers froids, avec calotte polaire. On a pu faire ça en France, sur le massif du Mont Blanc, mais on a fait ça à 4004, ou 4003, du côté du col du Dôme du Goûter, parce qu'on est au-dessus de l'ISO 0 et donc on est dans des zones où il n'y a quasiment pas de fonte de glace, où on peut, donc on a des conditions un peu les mêmes que celles qu'on va trouver dans les zones polaires, des conditions favorables pour réaliser des études, des mesures chimiques de la glace. Donc c'est pour ça que la plupart des mesures, ce sont des mesures physiques. Donc les mesures physiques, c'est quoi? C'est longueur, surface, volume, vitesse, par exemple, qu'on va réaliser. Et ces mesures, donc, effectuées année après année, donc, permettent d'avoir des séries de mesures de longueur, de surface et de volume des glaciers. Donc les données, voilà, alors ici, 2 images pour illustrer les relevés. Donc ça, c'est dans le cadre, donc ça se passe au glacier d'Ossou, c'est dans le cadre des mesures de variation de volume, de bilan de masse sur le glacier d'Ossou. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour mesurer les variations de masse d'un glacier, variations de volume d'un glacier. Méthode hydrologique, méthode cartographique, et puis la méthode glaciologique, qui est celle qu'on utilise au niveau du glacier d'Ossou, c'est-à-dire qu'on a repéré un certain nombre de stations qui sont repérées au GPS sur le glacier, qui sont les points de mesure, donc des mesures ponctuelles qui sont représentatives d'une portion du glacier. Donc, une mesure en un point, c'est, je veux dire, par exemple, 10% du glacier, telle zone-là, et en faisant comme ça toute une série de mesures, on va pouvoir pondérer et moyenner sur l'ensemble de la surface. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour mesurer la variation de volume, on mesure ce qui rentre, c'est la neige. Donc, c'est les carottages du mois de mai à la fin de l'hiver. On mesure la quantité de neige par carottage. Donc, les carottages, là, pareil, ce n'est pas pour prélever des carottes qu'on va amener au laboratoire. On n'a pas de labo. C'est pour mesurer les densités, tout simplement. Puisque le glacier est composé de neige, de névé, de glace. Tout ça, c'est de la glace, mais c'est des densités différentes. Donc, pour pouvoir comparer, il faut avoir les densités. Donc, on fait des carottages simplement pour calculer les densités de la neige. Et puis après, pour mesurer la fonte, on a un réseau de balises d'ablation implanté grâce à une sonde à vapeur qui permettent de suivre l'ablation glaciaire en surface. Donc concernant d'abord un point sur les variations de longueur, qui est le paramètre, le premier qui a été mesuré par les observateurs, ceux qui ont initié les mesures de glaciers au XIXe siècle, de première moitié du XIXe dans les Alpes. Qu'est-ce qu'on a fait au début? Au début, on connaissait très peu les glaciers, on les redoutait un petit peu. Donc les premières observations, c'était vraiment de marquer la position terminale du glacier, du front, et voir son évolution au fil du temps. Donc là, j'ai fait un condensé pour un certain nombre de glaciers pyrénéens dont on peut apprécier
la diminution de longueur depuis 1850, hein, depuis les moraines du petit âge glaciaire. Donc je les ai rangés dans l'ordre, hein, c'est pour ça que voilà, donc du glacier qui a le moins, on va dire, le moins régressé. Donc là c'est Paya, ça c'est ce qui était au pied de la face nord des Astazous. Donc on est à peu près 100 mètres de retrait par rapport à la moraine du petit âge glaciaire. Ben, ça c'est parce qu'on est sur les glaciers de suraccumulation, hein, qui varient beaucoup plus en épaisseur qu'en longueur. Et après, pour d'autres glaciers, les glaciers qui avaient une plus grande extension longitudinale, hein, Lasneus, Aneto, Tempête, Coronas, Montperdu, Ossou, qui sont en fait aujourd'hui les plus grands glaciers, ben là on a eu des retraits qui dépassent le kilomètre, hein, sur un siècle et demi. Notamment Lasneus, qui est au Balaitus, hein, qui là était à 1 km 250, il a perdu 150 mètres cette année, là, donc il en est à 1 km 400, il a perdu 1 km 4 depuis un siècle, depuis 1850. Donc une régression assez importante depuis 1850. En moyenne, sur un certain nombre de glaciers, cette moyenne-là, on a une perte de 725 mètres de longueur dans les Pyrénées, ce qui correspond à peu près 4,50 mètres par an. Depuis 2002, là, donc depuis qu'on fait les mesures sur plusieurs glaciers, là on est à une moyenne de 11 mètres par an de retrait en longueur, hein, donc supérieur à la moyenne depuis 1850. Alors concernant ces variations de longueur, une petite illustration avec le glacier des Oulettes. Donc j'en ai parlé déjà, c'est celui qui a les crevasses, hein, les plus grosses crevasses, c'est celui qu'on a vu glisser sur la petite vidéo. Le glacier des Oulettes au Vignemale, il est très intéressant parce qu'en fait, en contrebas du front, là, on a une grande quantité de dépôts. Donc on a un terrain qui est très meuble. Et donc toutes les variations qu'a pu faire le glacier sont enregistrées, elles sont marquées, elles sont très visuelles. Hein, donc on voit ici là, une moraine assez importante. Et puis après, on a en fait un certain nombre de petits cordons morainiques là, qu'on va voir. Voilà, on voit le glacier et puis la zone de cordon, voilà, qu'on voit ici en vue aérienne, hein, et qui est beaucoup plus nette, donc le glacier, et puis en aval du glacier, donc un certain nombre de petits cordons morainiques jusqu'au gros cordon morainique qui est celui donc, du petit âge glaciaire, hein, qui remonte ici. Donc là, on a des stades qui sont vraiment très nets sur le terrain. Alors ces moraines-là, elles sont vraiment taille humaine, on va dire, puisqu'elles font entre 1 et 2 mètres, 2 et 3 mètres de hauteur. Hein, c'est vraiment très, très modeste. Elles correspondent donc à des poussées, à des stagnations de quelques années à quelques dizaines d'années. Donc grâce à des documents photographiques, des écrits, des cartes, on a pu plus ou moins donner une date de fin, enfin une date au cours de laquelle donc, le glacier se trouvait au niveau de ces moraines. Donc ce glacier-là est particulièrement intéressant quand on s'intéresse aux variations de longueur des glaciers. On passe maintenant aux paramètres surface. Donc là, suivre les surfaces de glaciers, alors on fait ça simplement, on peut faire ça avec un GPS de randonneur en faisant le tour du glacier, hein, parce que ce qu'on réalise nous, hein, c'est la méthode la plus facile à mettre en œuvre. Voilà, pour les surfaces anciennes, on en trouve dans la littérature, et puis pour les surfaces les plus vieilles, celles du petit âge glaciaire, toujours pareil, on s'appuie sur les moraines du petit âge glaciaire, hein, qui sont toujours très faciles à repérer sur le terrain, et qui donnent donc une idée de l'extension de l'époque. Donc en 1850, sur les Pyrénées, on considère qu'on avait autour de 23 km² de glace. Et après être passé à 12,8 en 1950, on est aujourd'hui autour de 3,5 voire 3 km². Hein, donc on a perdu 85% de glace en moins depuis 1850. Hein, donc on le voit à travers cette photo. Ici, ça, 1857, c'est la plus vieille photo qui existe d'un glacier pyrénéen. Hein, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quasiment contemporaine du petit âge glaciaire, ou du moins de la fin du petit âge glaciaire. Donc on y voit parfaitement le glacier en position, enfin emboîté pratiquement dans ses moraines. Hein, et voilà, donc c'est une photo très ancienne et dont la qualité de l'original est aussi vraiment très satisfaisante. Hein, donc ça, c'est un document précieux. Donc moins 85% de surface englacée depuis 1850. Et dans les Alpes, on considère que sur la même période, c'est moins 40%. Donc bien sûr, c'est incomparable, puisqu'on est sur des glaciers très différents en termes de dimension. Donc maintenant, un mot sur les variations de volume. Alors, volume glaciaire, donc là, il y a une façon assez simple, mais qui fournit aussi donc, un résultat limité, d'avoir une idée de la régénération de la masse glaciaire.
c'est en faisant un zonage en fin de période d'ablation, en fin d'été, donc fin septembre, de faire un zonage des zones d'accumulation, surtout de la zone d'accumulation, et de la considérer par rapport à la surface totale du glacier. Donc ça, on trouve ça dans la littérature, mais c'est assez théorique, c'est-à-dire qu'un glacier qui va être en équilibre, donc qui va compenser sa fonte par une accumulation suffisante, doit avoir 2/3 de sa surface en zone d'accumulation et 1/3 en zone d'ablation. Donc si on regarde ça, là, on n'est pas du tout dans l'équilibre, puisqu'on voit que la zone d'accumulation est extrêmement réduite, c'est peut-être 1/10 ou 2/10 de la surface totale. Donc on est, voilà, ici c'est représenté par la carte très facilement. Et donc voilà. Donc cette observation qui est très simple à faire, elle va être un peu difficile à interpréter parce qu'en fait elle ne fournit pas une donnée quantitative, elle fournit uniquement une donnée qualitative. C'est-à-dire qu'on va dire, là c'est clair, le glacier cette année il est déficitaire, voire très déficitaire, du fait de ce rapport entre la zone d'accumulation et la surface totale. Donc ça, on le fait pour 9 glaciers, Lasneous, Ouled, Vignemale, jusqu'au glacier du Luchonnet, depuis donc, le cycle glaciaire 2001-2002. Et donc on a des valeurs qui sont en pourcentage. Donc quand on est à 67% en théorie, donc on a un glacier en équilibre. Si on a des valeurs inférieures, on est donc déficitaire. Si on a des valeurs plus fortes, on est excédentaire. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, on ne va pas tout regarder, mais si on regarde, on va dire les moyennes par cycle glaciaire, voilà, on est, vous voyez, à chaque fois 19, 20, 35, 10, 6. On est toujours dans des valeurs ici, donc les moyennes de chacune des années, on est dans des valeurs qui sont très faibles et qui traduisent donc un déficit de masse. Donc les plus forts déficits, ça a été les années 2006. 2006, vous voyez, on est à 6% en moyenne sur les 9 glaciers, donc ça veut dire que tous les glaciers sont quasiment à poil, c'est-à-dire sans neige de l'hiver, glace affleurante, donc zéro régénération. Et 2012, cette année, depuis qu'on mesure, en fait, c'est la pire année. C'est pas très long, la série est assez courte, mais donc depuis 11 ans, 2012, c'est la pire c'est la pire année pour les glaciers, c'est-à-dire que les déficits mesurés, que ce soit les longueurs, les surfaces, les variations de volume, ce sont les plus déficitaires. Et les années où il y a eu le moins de déficit, ça a été 2008 et 2010. Donc 2008, on est là, on était à 50%, et 2010 à 58%. Donc ces deux années où il y a eu des faibles déficits glaciaires, à chaque fois, c'était lié à un hiver qui a débordé sur l'été, c'est-à-dire avec une continuité de l'accumulation de neige au mois de juin en haute montagne. Donc les glaciers sont restés très chargés sur le début de l'été. Et un glacier qui est blanc va de façon privilégiée renvoyer les rayonnements solaires du fait de l'albédo. Et donc tant qu'il conserve cette neige blanche, là, il minimise sa fonte. Après, quand on arrive à des affleurements de glace, où là il y a une baisse brutale de l'albédo, et il y a donc une augmentation de la fonte. Donc ça, c'est des informations qui restent, donc, comme je le disais, qualitatives et non quantitatives. Donc quand on passe à des données qui vont être plus intéressantes, des données quantitatives, là on a des éléments sur le glacier d'Ossou, sur lequel on travaille le plus. Donc là on a sur cette période-là une idée de la variation de volume du glacier. Donc les points là qui sont très rapprochés ici, ça c'est les données de terrain que l'on réalise depuis 2001. Et puis par le passé, en fait, on a utilisé des vieilles cartes. Donc ça c'est un travail qui a été fait au sein du laboratoire Géode dans le cadre d'un stage d'étudiants, donc qui a été de compiler la variation de volume de ce glacier en utilisant des cartes anciennes. Donc on a une carte de 24, de 48, de 83, et puis ensuite donc la série que l'on effectue depuis 2001, plus un relevé qui a été fait en 2011 par le laboratoire Géode. Donc grâce à toutes ces données, on a pu donc faire une compilation et notamment donc observer le fait que le glacier d'Ossou, entre 24 et 48, il avait perdu, il y a eu une fonte importante, de l'ordre de 36 mètres en moyenne et de l'ordre de 1,50 m par an. La période 48 à 83, là par contre, on a vraiment un changement brutal, puisqu'on a non pas une perte de masse sur cette période-là, mais une augmentation, à peu près autour de 4 mètres d'épaisseur supplémentaire, qui se traduit de à peu près 10 cm par an en plus. Donc cette période-là, la période des années 70, 60-70,
elle est très connue par les glaciologues, hein, puisque c'est une période où les glaciers ont grossi, hein, en volume, voire même en longueur pour certains, et aussi bien, d'ailleurs même plus, dans les Alpes que dans les Pyrénées. Hein. Dans les Alpes, on a les grands glaciers alpins se sont rallongés de 500 mètres, voilà, et même à tel point qu'à cette époque-là, il y en avait qui évoquaient même la probable entrée dans la nouvelle glaciation. Hein. Donc, voilà, c'était quand même il n'y a pas si longtemps, hein, les années 70-80, il y a eu véritablement là une croissance des glaciers. Ensuite, donc depuis 83, enfin depuis les années 80, là à nouveau il y a une fonte qui a repris, hein, qui est un peu moindre que celle qu'on avait de 24 à 48, puisqu'on est à peu près moins 1,20 m par an, hein, sur la période 83-2001. Et puis 2001-2012, là, sur 11 années, là, on a perdu 19 mètres. Hein, donc, le glacier il a perdu 19 mètres d'épaisseur donc, depuis que je fais les mesures, ce qui correspond à 1,70 m par an en moins. Hein, donc 1,70 m, vous voyez, on est supérieur quand même au 1,50 m, mais bon, on n'est pas très loin que ce qu'on avait donc, dans les années 20, 30 et 40. Donc pour ce glacier, hein, voilà, si on regarde depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, il a perdu autour de 75 mètres en moyenne sur la période 1924-2012. Et on sait aujourd'hui, à travers une mission radar qui a été effectuée en 2006, qu'il reste autour de 35-40 mètres grand maximum de glace sur la partie supérieure du glacier d'Ossou dans la zone qu'on appelle le plateau des neiges. Donc là, on retrouve ici toutes les données, toutes les mesures effectuées sur le glacier d'Ossou, hein, c'est-à-dire c'est le bilan de masse avec ses paramètres. Donc le bilan de masse, c'est la variation annuelle de volume, et elle a pour paramètre l'accumulation, qui est ce qui rentre dans le glacier, la neige accumulée sur le glacier pendant l'hiver. Et donc c'est les traits bleus, hein, c'est du positif, c'est ce que le glacier récupère. Et puis en dessous, l'ablation en rouge, c'est la fonte, c'est ce qui est perdu par le glacier. Et en jaune, on va dire en jaune foncé, c'est le bilan, c'est la différence des deux. Hein, donc qui a toujours été négatif, hein, depuis qu'on mesure, depuis 2011, on a toujours eu un bilan négatif, hein, qu'on retrouve ici. Et puis on a rajouté en jaune clair le bilan cumulé, hein, c'est-à-dire en additionnant année après année l'évolution du volume. Donc en moyenne, on a un bilan qui est de 1,61 m de mètre d'eau, hein, en mètre d'eau, et si on utilise l'unité mètre de glace, en moyenne, le glacier d'Ossou perd 1,80 m. Et comme je le disais tout à l'heure, 2012, c'est l'année des records de fonte, puisque la moyenne est de 1,80 m, mais en 2012, on a perdu 3,85 m. Donc on est bien au-dessus de la moyenne, hein, une fonte très, très importante pour 2012. Et au niveau du glacier de la Maladeta, qui est donc un glacier en Espagne, sur lequel les Espagnols font les mêmes mesures, non pas depuis 11 ans, mais depuis 21 ans, hein, ils ont 10 ans de plus, en 2012, ils ont aussi mesuré leur bilan le plus déficitaire. Bon, avec une valeur qui est moindre, ils sont à 2,75 m, moins 2,75 m, mais c'est le record de leur série aussi. Alors c'est plus faible sur la Maladeta parce que la Maladeta, c'est un glacier qui est exposé plein nord, hein, qui a une exposition beaucoup plus favorable, alors que le glacier d'Ossou, lui, il est plein est, et même en fait, on pourrait dire, il est presque plein sud, parce qu'il chapeaute le Vignemale et il prend le soleil toute la journée du matin jusqu'au soir. Hein, et à aucun moment il est à l'ombre. Donc il a des conditions topographiques qui sont beaucoup plus défavorables que le glacier de la Maladeta. Là à nouveau, voilà, c'est un assemblage, on va dire, des données de variation de volume, de perte d'épaisseur même, tout simplement, de perte d'épaisseur des deux glaciers. Hein, donc glacier d'Ossou en France, glacier de la Maladeta en Espagne. Donc glacier de la Maladeta, comme je disais, la série elle a commencé en 91. Et le glacier d'Ossou, elle a commencé 10 ans après, en 2001. Donc sur la période, sur la décennie 90, bon, les fluctuations du glacier de la Maladeta ont été assez proches de l'équilibre, hein, au moins jusqu'en 97. Et puis après, ils ont observé donc une déficit de masse, hein, et qu'on a observé ensuite par la suite. Et on voit la même chose, hein, au niveau du glacier d'Ossou. Pareil, donc sur la décennie 2000, une décennie qui a été particulièrement défavorable au glacier, avec d'importantes fontes. Donc je propose maintenant quelques images
de ces glaciers pyrénéens, comme on l'a vu précédemment, donc sous forme de diptyque, avec donc là beaucoup de fonte, mais il y a un certain nombre de glaciers qui eux, ont déjà en fait disparu, hein, dont la décennie 2000 a été, on va dire, fatale, puisqu'ils étaient déjà assez réduits en taille, et donc ils ont fini par disparaître quasiment complètement. Donc c'est le cas du glacier de la Mounia. Alors en fait, il n'a pas complètement disparu, lui. En fait, il est toujours là, mais il a tellement perdu de l'épaisseur qu'il est confiné donc derrière les rochers. Là, on en voit un bout qui dépasse. Derrière les rochers. Mais la perte d'épaisseur, là, est quand même assez nette. Ici, vous avez deux personnages qui donnent un peu une idée de l'échelle. Donc, glacier de la Mounia, Troumouze, hein, cirque de Troumouze, c'est du côté de Gèdre, Gavarnie. Après, un autre glacier qui a complètement disparu, c'est au Piquelon. C'était le glacier de Pays-Bâché, face est du Piquelon. Donc, masse glaciaire qui faisait autour de 1925 hectares. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a même un petit lac qui s'est créé dans une dépression au milieu du cirque glaciaire. Un autre endroit où le paysage a changé, avec à nouveau la disparition d'un glacier et l'apparition d'un lac, hein, c'est le lac de Clarabide, tout en haut de la vallée du Louron. Un endroit un peu plus célèbre, c'est le secteur de la Brèche de Roland. Secteur de la Brèche de Roland, versant français. Donc la Brèche de Roland, c'est cette fameuse brèche célèbre qui donc marque la frontière entre la France et l'Espagne. Et sur le versant nord, il y avait donc un glacier, hein, le glacier de la Brèche, qui faisait 15 hectares en 1911. Et aujourd'hui, alors il n'y a plus rien. Donc j'en arrive à des éléments de conclusion. Donc l'observation des glaciers au sein de l'association Morène, hein, il a commencé, on va dire, bon, l'association a été créée en 2001, mais il y a eu des travaux préparatoires en 2000 dans le cadre de stages de fin d'études. Donc globalement, depuis 2000, il y a une observation des glaciers. Donc ça fait une série, hein, il y a à peine plus de 10 ans, une série très courte, hein, puisqu'on considère qu'en climatologie, on va dire une série représentative, hein, qui gomme les extrêmes, c'est au moins 30 ans. Donc la série est très courte, mais en l'espace de 12 ans, comme on peut le voir sur cette photo, il y a eu du changement, hein, ça bouge vite. Notamment, donc là, le cadrage est vraiment le cadrage à l'identique. Hein, donc on voit toute cette zone-là où là, l'image, le bord de la photo croque le glacier. Hein, là, on en est assez loin. Le contour du front. Hein, et puis surtout, toute cette zone-là où on a la roche qui est apparue, hein, par rapport à là. Donc en l'espace de 12 ans, sur une période très courte, ça a énormément changé. Et au niveau de l'épaisseur, donc on considère que le glacier, il a perdu, en moyenne, il a perdu 20 mètres d'épaisseur. Hein, 20 mètres d'épaisseur, donc 20 mètres de glace. Hein, c'est-à-dire que du coup, on ne compte même pas la neige qui s'accumule pendant l'hiver, parce que cette neige, elle ne compte pas, elle est complètement temporaire. Elle fond quasiment à chaque fois pendant l'été, elle fond entièrement. Donc systématiquement, la réserve du glacier, la glace est entamée. Hein, et donc c'est ce niveau de glace qui, lui, s'est abaissé d'à peu près 20 mètres depuis 2000. Donc, voilà, comme je disais, la période est assez courte, donc elle est à poursuivre, hein, tant qu'il y aura de la glace. Et justement, par rapport au futur, donc, comme je le disais précédemment, en 2006, il y a eu donc une opération de prospection radar faite sur le glacier d'Ossou, hein, avec l'appui donc des universités de Bordeaux et de Paris. Donc, ont été réalisées une cartographie de l'épaisseur du glacier. Hein, un système radar avec propagation d'ondes électromagnétiques qui sont réfléchies par le contact avec le bedrock. Donc ce travail a été fait en fait uniquement sur le plateau supérieur, hein, qu'on appelle le plateau des neiges, parce que sur la partie ici, là, au niveau de la rupture de pente, il y avait un certain nombre de zones crevassées qui rendaient difficile de se déplacer et également qui qui avaient tendance à poser des problèmes quant à la réception des ondes. Hein. Donc l'interprétation des mesures là devient délicate quand on passe dans les zones crevassées puisqu'il y a des vides, on change de milieu.
donc la prospection radar devient délicate. Donc c'est pour ça que du coup on a dû se concentrer sur le plateau supérieur. Et puis de toute façon le plateau supérieur, comme on le voyait sur la photo précédente, c'est quand même la zone la plus haute en altitude et c'est la zone où, c'est ce genre de bassin, c'est là où il y a le plus de glace, le plus de réserves. Donc on a fait ces mesures donc, qui fournissaient des épaisseurs maximum donc à l'époque autour de 50 mètres. Donc c'était en 2006, donc voilà, donc ici voilà, on avait vu du glacier avec la zone qui a été cartographiée. Donc si maintenant on se concentre justement sur la carte d'épaisseur que voici, donc la carte du plateau des neiges. Donc ça c'est mesure faite en 2006. À l'époque, au maximum, là on a déterminé des zones où il devait y avoir autour de 50 mètres de glace. Donc aujourd'hui, depuis 2006, en 6 ans, ça a beaucoup bougé. On a perdu plus de 10 mètres de glace. Donc on est plutôt dans des valeurs autour de 40 mètres au maximum en termes de glace. Donc si de façon assez simpliste, on prolonge la tendance, c'est-à-dire les mesures, la perte d'épaisseur qui est observée depuis 10 ans, si on prolonge ça au niveau de chacune des stations où on a cette donnée, si on prolonge la tendance, là, donc l'évolution vers l'ablation, donc on se retrouve en 2020 avec une configuration ici donc du plateau des neiges de cette allure-là. Donc ça mord en rive droite. Là, on passe en 2030. Donc ça mord encore plus. Donc voilà, parce que là, on est donc là-haut, il y a le nord, l'ouest ici, et l'est et le sud. Donc, et le glacier donc, a tendance comme ça à évoluer en fondant davantage en rive droite qu'en rive gauche, parce que rive droite, en fait, on est la zone au vent où la neige s'accumule peu, parce que le vent, à chaque fois, arrache la neige au vent et l'accumule derrière. Donc, et par contre, ici, il se produit le phénomène inverse, c'est-à-dire que la neige est arrachée derrière sur la crête et s'accumule ici, on est dans une zone d'abri. Donc il y a une meilleure accumulation en rive gauche, ce qui fait que le glacier va avoir tendance un peu à se mettre en biais, mais donc il se conserve mieux en rive gauche qu'en rive droite. Et après 2030, si on arrive en 2040, bon là ça devient une lentille minuscule. Donc ça c'est une possibilité, disons, si on poursuit la tendance. Malheureusement, cette tendance, il est fort probable qu'elle se poursuive, voire qu'elle s'amplifie, cette tendance au réchauffement, puisque les dernières conclusions du GIEC donc, stipulent qu'il y a 9 chances sur 10 pour que l'homme soit responsable du réchauffement climatique à travers les émissions de gaz à effet de serre, et que donc le réchauffement, entamé depuis un certain nombre de décennies, est pour partie artificiel et va très certainement se poursuivre. Donc une illustration de cette anomalie climatique, c'est l'enregistrement, donc au niveau des travaux de carottage en Antarctique, l'enregistrement de variations donc, de température de CO2 et de CH4, où on voit qu'il y a une évolution synchrone, mais que depuis, en l'époque actuelle, il y a une explosion des concentrations de CO2 et de CH4. Donc une anomalie, puisqu'on dépasse largement toutes les relevés qui ont pu être faits depuis 400 000 ans. Donc une anomalie qui est liée à l'homme et comme on est en présence de gaz à effet de serre, très certainement la température donc, va suivre l'évolution. Donc les glaciers, comme je l'ai dit précédemment, comme je l'ai montré, sont considérés comme étant des indicateurs climatiques particulièrement pertinents. Bon, après, il arrive aussi parfois qu'ils soient critiqués, qui disent que justement l'aspect indicateur climatique des glaciers n'est pas forcément aussi véritable qu'on veuille le répéter régulièrement dans les médias ou ailleurs. Donc il faut savoir qu'il y a quand même bien d'autres indicateurs climatiques, dont un qui est assez méconnu. Merci.